Bienvenue dans cet épisode 119. J'accueille Fanny, on parle de son livre « Tout ce que j'aimerais te dire ». On évoque ses inspirations de la région de Saint-Malo, ses anecdotes d'enseignante qui nourrissent son écriture, mais aussi ses défis, ses méthodes de travail, en somme, son parcours d'écrivaine. Je vous souhaite un très bon épisode. À très vite. Moi c'est Sam, Ibellion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach ICF et j'ai créé Ose écrire, un accompagnement pour celles et ceux qui veulent enfin accomplir leur rêve d'écrire un livre. Ce podcast a la même intention. C'est ton rendez-vous inspiration, discipline et passage à l'action. Et si ça te parle, abonne-toi, mets 5 étoiles et partage autour de toi. Parce que plus il y a de gens qui osent, plus d'autres oseront à leur tour. Allez, c'est parti et bonne écoute. Du coup, tu m'expliquais que historiquement, le Mont-Saint-Michel n'était absolument pas breton. C'est la conclusion que je retiendrai. Que je retiendrai. Voilà. Maintenant, je n'ai plus d'excuses. Je ne peux plus laisser de raison aux Bretons. Et dans ton livre, j'ai vu que du coup l'histoire se passait à Saint-Malo sur le dernier. Et comment ça t'inspire cette région-là? En fait, moi, je suis originaire de Rennes, donc pas très loin, mais j'ai passé tous mes étés dans le coin, Cancale, Saint-Benoît-des-Ondes, Saint-Malo. Et du coup, j'ai beaucoup d'attaches sentimentales. Je m'y suis installée d'ailleurs maintenant, depuis plus de 20 ans. Donc je trouve que c'est tous les jours, je me réjouis d'habiter là. En fait, je pars au travail, je passe au-dessus du port, je vois les bateaux, la mer, et je peux pas vivre ailleurs en fait. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc situer mes personnages et mes romans ici, pour moi, c'est une évidence, quoi. Parce que c'est beau, donc je trouve que c'est magique à décrire, quoi. Plus que la ville de Rennes, même si c'est une ville que j'aime bien, c'est pas pareil. Je préfère la mer. Ouais. Et ça m'a tout de suite marqué. Dans le résumé de ton livre, du coup ça se passe à Saint-Malo avec une jeune enseignante, et du coup tout de suite tu fais le parallèle avec toi, ta propre vie. Comment est-ce qu'on retrouve beaucoup de toi dans le livre? Est-ce que c'est inspiré de ta vie? Pas du tout. Alors de ma vie, non, heureusement, parce que ça décrit quand même l'histoire d'une jeune femme qui a grandi dans un environnement violent. Donc j'ai la chance de ne pas avoir vécu ça. Par contre, c'est vrai que je me suis quand même inspirée de ma vie d'enseignante, ça c'est clair, hein, les anecdotes sont 100% réelles. Après, il faut savoir que ce roman-là, c'est le premier que j'ai écrit en fait. Il a été auto-édité en premier en 2024, okay. 2023. Donc là, il a été retravaillé pour l'édition Presse de la Cité en 2026, mais c'était mon premier roman au départ. Donc je suis partie d'un métier que je connaissais en fait pour pour pas partir dans un inconnu total à tous les niveaux. Je me suis dit au moins si mon héroïne est enseignante déjà, je sais de quoi je parle et je peux broder sur le reste. Ok, ça m'a fait venir plein de questions et la première là c'est du coup pour quelle raison t'as choisi toi la romance quand t'as commencé à écrire? Alors c'est pas de la romance pure parce que c'est classé roman féminin grand public, très exactement. Donc c'est pas romance. Voilà, il y a une histoire d'amour ou plusieurs même dans le précédent et je pense à toi tout bas. Mais moi j'aime bien les histoires d'amour. En fait, voilà, je trouve que ça fait du bien. J'aime bien, moi, dans un roman, que je lise un roman policier, historique, je lis un peu de tout, alors, sauf je suis pas fantaisie, mais j'aime bien qu'il y ait une histoire d'amour. Donc j'assume total. Ah, mais de toute façon, c'est super, c'est touchant aussi. Et puis, tu vois, j'ai la sensation, enfin, en tout cas, c'est aussi écrit sur le résumé, mais il y a une grande part de la reconstruction qu'on vit aussi. Quand on change d'environnement ou qu'on revient à ses racines, et ça parle au-delà de l'histoire d'amour après qui peut découler dans le roman. Oui, c'est ça. Après, l'histoire d'amour, c'est un prétexte, mais autour, j'essaye toujours d'avoir des petites histoires autour, des personnages secondaires, des thèmes quand même assez forts, puisque oui, j'aime bien explorer les thèmes de la reconstruction, de comment surmonter tout ce qui peut nous tomber sur le coin du nez, mais tout en étant des choses que n'importe qui peut vivre, en fait. Que dans mes romans, ça reste des héroïnes qu'on peut retrouver. Elles n'ont rien d'extraordinaire. C'est
des femmes comme tout le monde, mais justement, bah, comment on peut s'en sortir, comment on peut avancer malgré tout ça, quoi. Donc Mm. c'est ces thèmes-là, les liens familiaux aussi, j'aime bien explorer beaucoup les relations dans la famille. C'est jamais simple pour personne, je pense. Et donc ça, j'aime bien aller regarder aussi tout ça, fouiner, Il y a, analyser et aller plus loin. il y a quelque chose que tu as dit là qui tout de suite me fait écho, c'est des héroïnes qui ont finalement rien d'extraordinaire. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec une coachée qui me disait, elle citait une autrice, alors je sais plus qui, mais elle me partageait que ce qui la fascinait, c'était à quel point elle arrivait à raconter des histoires extraordinaires avec des personnages qui, au demeurant, paraissent ordinaires. Bah oui, c'est Et ça. Je pense que tout le monde, en fait, ça sert à rien d'aller chercher forcément des super-héros, super-héroïnes, parce qu'au final, chaque vie est unique et dans chaque vie, il peut se passer des choses. Et du coup, après, voilà, c'est la façon aussi euh, de tout ce qu'il va y avoir autour. Je crois que c'est, je sais plus quelle autrice de polar, je crois que c'est Patricia Highsmith, je suis pas sûre de l'autrice, mais donc qui pareil, qui part d'un événement, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, dans ton canapé, voilà, t'es dans ton canapé, un soir tu regardes la télé, puis tu sais que t'es tout seul chez toi, puis d'un coup t'entends un bruit à l'étage, et à partir de là, voilà, je suis pas sûre que ce soit elle, je sais plus quelle autrice c'est. Mais en tout cas, bah, c'est pareil en fait. Il y a beaucoup de thrillers comme ça qui partent d'un événement, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, et puis à partir de là, tu te retrouves dans un truc complètement incroyable, quoi. ouais, parce que ça te connecte tout de suite, parce que des situations où t'es dans ton canapé tout seul le soir et puis t'entends un bruit, t'as envie, Mhm. et puis du coup quand tu lis après tout de suite ça te projette Ben, vachement. c'est Ouais. ça, il y a une immersion, et je pense que c'est là en fait l'immersion dans l'histoire qui fait que bah, les gens ils ont besoin de s'y retrouver. Après, si on fait des choses, bon, il en faut pour tous les goûts évidemment, hein, mais si on fait des choses où on s'y reconnaît pas, je trouve que ça n'a pas le même impact, quoi. Mm. Là, les gens me disent souvent justement qu'ils ont l'impression de connaître mes personnages, et ça me fait plaisir, parce que Mm. ça veut dire qu'ils sont vrais, quoi. Et Ouais, du coup, bah, c'est ce que je souhaite. ils ont un côté ordinaire et très vrai et très cohérent. Mm. De quel, je sais pas si ça te rappellera quelque chose, mais de quel événement ordinaire t'es parti toi pour tout ce que j'aimerais te dire? Pardon. J'ai pas réussi. Bah, malheureusement, je suis partie de mon quotidien d'enseignante, le côté pas chouette de voir des enfants qui ont des vécus difficiles. Mm. C'est 25 ans que j'enseigne, donc j'ai quand même malheureusement eu beaucoup d'enfants qui ont eu des parcours de vie déjà terribles à leur petit âge. Et donc, très souvent, c'est une question que je me suis posée, ben, comment ils vont grandir, ces petits bouts de chou-là, quels adultes ça va devenir. Donc ça, c'est malheureusement des choses ordinaires, mais qui me questionnent beaucoup depuis longtemps. Donc c'est pour ça que j'ai voulu imaginer ben, une jeune adulte qui avait grandi dans un environnement comme ça, et comment ben, on peut essayer de devenir justement une personne normale, équilibrée, heureuse, épanouie, en ayant déjà un si lourd passif. Et dans la conclusion de cette question, Bah, je t'en pense que dirais quoi maintenant? ça dépend des rencontres qu'on va faire dans la vie. Moi, j'ai voulu Ouais. partir du côté du positif, de la lumière, parce que bah, si j'avais montré une héroïne voilà, qui a grandi dans un environnement hostile et puis qui s'en sort pas, je pense que bah, c'est pas mon credo. Les gens, voilà, ça Ouais. arrive, mais alors c'est vrai. Mais je me dis, le lecteur, ça aurait été plombant. Donc moi, je voulais qu'elle s'en sorte. Donc, mais ouais, c'est grâce aux rencontres. Il y a aussi une aide psychologique qu'il faut accepter, pourquoi pas médicamenteuse, mais aussi voilà l'amitié, la famille, l'amour. C'est tout un ensemble de petites choses qui vont permettre de stabiliser, de montrer qu'il y a autre chose que la violence et que la noirceur. Mm. C'est pour ça que je trouve que c'est trop important que d'écrire sur ces thématiques-là et sur finalement des reconstructions comme toi tu as pu le faire, parce que ça peut aussi donner un exemple pour des gens qui l'ont pas forcément autour d'eux et qui du coup après peuvent se rendre compte, ah mais en fait je peux rencontrer les gens, je Mm. peux, voilà, il y a je trouve que c'est très porteur d'espoir en fait. Et ouais, J'espère, ouais, carrément. Mais c'est vrai que j'avais reçu un message un matin, alors je regarde sur Instagram en me levant,
Et j'en avais les larmes aux yeux, en fait, un message que j'avais reçu personnel de quelqu'un justement qui s'était reconnu dans le roman, en fait, qui disait bah, c'est mon parcours, etc. Merci d'avoir mis des mots. Enfin, je me dis à ma petite échelle, recevoir un message comme ça, c'est bouleversant, en fait. Et Ouais. c'est vrai que tout de suite, moi, ça me prend aux tripes. L'écriture prend tout un autre sens, je trouve, Mm. quand on remarque l'impact que ça peut avoir. Bah oui, puis Euh, on n'y pense pas forcément. Enfin, je pensais pas que ça allait m'arriver de me dire qu'il y a des gens qui allaient. c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que toi, quand tu te mets à l'écriture, pour quelles raisons tu t'y mets? Comment ça t'est venu quelque part? Et en fait, j'ai toujours écrit. Ok, Toute petite, enfin, vraiment toute petite, hein, déjà en maternelle, j'avais un tableau, il y avait les étiquettes, je mélangeais les étiquettes, j'ai su lire assez tôt. CP, je commençais déjà à écrire des petites histoires sur des bouts de papier. C'était ma sœur qui lisait, ma grande sœur qui est toujours ma bêta lectrice, trop qui bien. lisait et qui me disait oh non, 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 ci ou ça. Et puis après, bah, c'était plus un journal intime ado, des passages, des petits écrits comme ça, sans structurer. Mais j'ai toujours eu ce besoin de, quand il m'arrivait quelque chose, de le mettre par écrit. De retranscrire avec des mots, je suis plus à l'aise à l'écrit que à dire les choses en fait, même dans ma vie de tous les jours. Donc après, le plus compliqué a été de structurer, de Hmm. réussir à faire un début, un milieu et une fin. Là, ça a été la partie compliquée. Et bah, ça, c'est venu plus tardivement, parce que c'est 2022 à peu près, hein, donc voilà. Et j'ai eu l'impression que les pièces du puzzle se mettaient en place dans ma tête. C'était une période de ma vie, j'avais repris un peu mes études un peu avant pour voilà, une certification, etc. Je m'étais remise ouais, dans les écrits universitaires, enfin, j'avais fait un mémoire, nanana. Donc je m'étais rendu compte que finalement, cette stimulation, j'avais besoin de continuer Hmm. à... Et donc quand j'ai eu fini le mémoire, le machin, j'avais un sentiment de... Bon, bah et maintenant, quoi. Donc c'était parti. C'est fou, c'est un mémoire universitaire qui t'a donné envie d'écrire pleinement un livre. C'est Oui, trop c'est cool. bizarre parce que ça n'a rien à voir, quoi. C'était un Ouais. mémoire sur l'orthographe chez les élèves, donc absolument rien à voir sur l'enseignement de l'orthographe. Mais du coup, c'est le côté challenge, en fait, un peu. Hmm. Et de se dire, bah, être capable d'aller au-delà de ce qu'on pensait de soi, de se creuser la tête, d'être vraiment à s'isoler. Il y a ça aussi, ce côté-là, parce que quand on est mère de famille avec un boulot, etc., se trouver des moments d'isolement pour faire quelque chose à soi, c'est compliqué. Et donc là, bah, j'avais un peu sanctuarisé ce temps de bah, j'ai besoin de travailler, d'écrire, voilà. Hmm. Et donc finalement, après, je me suis dit, bah, puisque ce temps-là, il est finalement passé dans l'emploi du temps familial, bah, je le garde, mais je passe à autre chose, quoi. C'est c'est hyper intéressant ce que tu partages parce que finalement c'est grâce aux mémoires que tu arrives à te trouver du temps toi en tant que maman avec un travail Mhm. et ensuite finalement tu arrives à le garder ce temps-là. Euh, J'en croise assez souvent des mères de famille qui travaillent et pour qui le plus gros enjeu est vraiment cette histoire de rythme d'autrice quelque part. Euh, Comment toi t'as pu faire pour t'autoriser ce temps-là? Euh, Bah, déjà, j'ai quand même attendu que mes filles soient grandes, quoi. Clairement, ouais, qu'elles aient beaucoup ok. moins besoin de moi. Je suis en admiration profonde pour Sophie Astrabi, je sais pas si tu connais comme autrice. Je sais plus chez qui elle est, Je note. Flammarion, je crois. Je sais plus. Elle a écrit un roman que j'adore, c'est Billy Pretty a disparu. Et en fait, elle explique à la fin qu'elle l'a terminé juste avant ou juste après avoir accouché de sa troisième fille. Juste avant vraiment donc une période, enfin, je me dis, mais comment elle a pu avec trois jeunes enfants et juste comme ça en postpartum, etc. Et que je l'avais rencontrée à Brive, je lui avais dit, mais alors là, je suis épatée qu'une si jeune femme avec trois enfants arrive à écrire des romans comme ça, qui sont fabuleux en plus. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment waouh. Parce que mes filles sont plus C'est, grandes que les siennes. moi je trouve ça fascinant. J'en ai reçu quelques-unes comme ça. C'est incroyable. On est, le temps est vraiment un enjeu. Mm. On se cache toujours très très souvent derrière j'ai pas le temps, etc. Et puis tu vois des gens qui ont des vies tellement chargées que ils arrivent. C'est presque, ça paraît presque
euh, j'ai le mot d'urgence, tu vois, comme si finalement le seul petit moment qu'ils avaient, ils arrivaient à l'exploiter à leur plein potentiel. Je trouve ça assez fascinant, ouais. Oui, c'est C'est ça, vraiment il y a un très très côté impressionnant. urgence. Moi, il y a des moments, il y a des moments, bon, voilà, quand je répète, mais mes filles maintenant sont plus grandes. Il y a des moments, je dis, bah là, clairement, faut me fiche la paix. J'ai besoin d'écrire, là, ça en train de. Ça Ça sort de bouillonne. partout, c'est bon, je me pose, j'écris, et puis c'est comme ça, quoi, hein. Ouais. Il n'y a pas toujours le choix. Alors, bah, quand je suis en classe, évidemment, je suis en classe, je peux pas le faire. Donc après, les jours d'école, j'arrive clairement pas à écrire, je suis morte le soir, hein. Mais du coup, je vais essayer de me trouver. Enfin, la nuit, ça va être en train de me tarauder, j'ai du mal à écrire, etc. Et il va falloir que je trouve, ouais, ça devient une urgence. Du coup, toi, t'es plutôt dans ta routine d'écriture, enfin, Non. ou dans ton rythme en tout cas. C'est plutôt le matin, toi? Ou Non, c'est... j'ai pas de routine, j'arrive pas en Ouais, fait. ok. Enfin, j'ai une semi-routine, on va dire, c'est forcément plus les week-ends. Ouais, En semaine, ouais, c'est... j'ai du mal. Mm. Ouais, c'est pour ça que je préfère parler de rythme parce que routine, Mm. t'as un mot. Alors déjà, ça fait un peu, ça sonne un peu comme un travail un peu désagréable Oui, et ça donne l'impression que il faut absolument le faire tous les jours. Alors oui, que c'est ça. chacun, Moi, j'écris pas tous les jours, j'ai clairement voilà, pas le temps, hein. voilà, c'est ça. Après, c'est Mm. vraiment chacun du coup développe son rythme et sa manière de fonctionner et quelque part le écrire tous les week-ends, c'est déjà un rythme C'est ça, qui te c'est permet déjà un d'avancer. rythme, Ouais. ouais. Mm. Mm. Et du coup, donc tu sors de ton mémoire, tu te dis ok, je vais écrire. Et là, j'entends, c'est le premier, du coup, Il s'appelait Car après tout, tu es mon Wonderwall en auto-édition. Et donc là, il ok, s'appelle Tout ce que ah, j'aimerais te dire en ok, édition Presse de la Cité. ok. Et qu'est-ce qui t'a fait changer le titre quand tu passes Ah, c'est la maison d'édition. ok, 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 C'est pas moi qui ai choisi le titre. Après, il touche un plus large public, ce ouais, titre-là, que mon titre en auto-édition, quoi. Dès qu'il y a un ouais, peu de l'anglais, ça cible un autre public. Là, c'est ok, plus large. Ça reprend quand même l'idée des paroles de la chanson Wonderwall en traduction, ouais. hein. L'idée de cette personne qui n'arrive pas à dire ce qu'elle a sur le cœur et qui aimerait pouvoir le partager. Donc, C'est je trouve joli. Tu vois, parce que moi, je trouve que quand je regarde la couverture, je la trouve très actuelle pour le coup aussi. Mm. Elle fait très. Euh, ma sœur lit énormément de romances anglophones, et je trouve que ta couverture, elle résonne beaucoup avec ce qu'on peut trouver aussi Oui, sur les qu'est-ce autres qu'on peut marchés. Elle voir est en très belle, quoi. librairie, ouais, c'est vrai. En fait, Ouais, c'est l'illustration, ça vient d'une peintre qui s'appelle ouais, Elisabeth Lenny, qui ok, fait les couvertures du aussi, enfin, c'est des tableaux, hein, au départ, mais ils sont utilisés pour les couvertures d'une autrice qui s'appelle Carly Fortune, qui a des ok, couvertures comme ça très colorées aussi. Donc c'est la même illustratrice, et c'est vrai ok. qu'elles sont jolies. Ouais, elle est vraiment magnifique. Je me disais, alors ça, effectivement, ça se voit que c'est une peinture, Mm. mais tu te dis vraiment, t'aimerais presque la voir Ouais, en gros, ça fait du coup très joli dans une bibliothèque, quoi. oui, c'est vrai. Mm. Ça attrape l'œil tout de suite. Ouais, j'aime Et beaucoup aussi. comment, quand tu l'écris, et du coup, tu choisis l'auto-édition, parce que, pour quelle raison tu choisis l'auto-édition? Bah, j'avais réfléchi. Alors, au départ, déjà, j'ai pas écrit pour. Enfin, Ouais, je me disais, est-ce que je vais arriver au bout? ouais. Déjà, c'était le premier Première étape. défi, j'étais pas sûre. Et puis, une fois arrivé au bout, j'avais même pas vraiment dit que j'écrivais parce que j'ai attendu en fait d'avoir fait les deux tiers du roman déjà pour dire à mon entourage que j'écrivais, parce que j'assumais pas trop, quoi. Alors, j'ai un mari marin, donc j'écrivais plutôt quand il était pas là, etc. J'assumais pas trop. Et puis finalement, je l'ai dit à une copine et à ma sœur. Voilà, elle me dit ah mais fais-moi lire, fais-moi lire. Puis toutes les deux hyper enthousiastes. Donc c'est elles qui m'ont vraiment poussée à tenter ma chance. Donc j'ai envoyé à des maisons d'édition, mais en général il n'y a pas de réponse ou c'est des refus. Donc j'ai regardé un petit peu, je suis allée sur des forums, il y a un forum qui s'appelle Forum des jeunes écrivains, des choses comme ça. J'ai regardé un peu ce qui se faisait et puis donc l'alternative à l'auto-édition, je me voyais pas moi me lancer toute seule sur Amazon comme font beaucoup, je me sentais Mm. pas la maquette, tout ça. Donc je suis passée par Librinova, ce qui a été un choix que je me dis bah j'ai rien fait, c'était une très bonne tactique, hein. Parce que chez Librinova, ce qui m'attirait, c'était le côté agent littéraire. En fait, quand tu atteins un certain nombre de ventes, tu intègres un programme agent littéraire. Et au-delà d'un certain seuil, bah, l'agent littéraire
promeut ton roman auprès de maisons d'édition qui lui semblent être la bonne cible. Donc c'est ce qui m'a permis de décrocher le sésame, d'intégrer une maison d'édition. Mon premier roman que j'avais auto-édité, donc c'est le deuxième qui est sorti aux Presses de la Cité, il a mis quelques mois à décoller. Et puis j'ai sorti le deuxième, et je pense à toi tout bas, en mars 2024. Et là, en fait, il a tout de suite bondi dans le top 100 Amazon en vente numérique. Et c'est ça qu'a fait, c'était en mars, et à partir d'avril, en fait, il est resté quasiment non-stop dans le top 100 Amazon numérique. J'avais mis exprès, hein, c'est assez tactique, hein, j'avoue, mais j'avais mis à tout petit prix numérique pour que justement il y ait le plus de ventes possible. Parce qu'une inconnue qui met un numérique à 10 euros, personne va aller le lire, hein, logique. Donc j'avais dû mettre dans les 2 euros ou 2,90 €, et puis Instagram à fond, etc. Et du coup, il a décollé tout de suite. J'ai eu 2000 ventes avant août. Et donc en août, l'agent littéraire Librinova m'a dit, bon là, 2 romans qui ont bien marché, etc. Je me rapproche d'éditeurs. Et dès octobre, j'avais 2 propositions. Et en novembre, je signais aux Presses de la Cité. C'était un rêve qui se réalisait, qui continue de se réaliser. Putain, c'est fou, le parcours est magnifique. Ouais, je suis vraiment contente. Ouais. Ça fait quoi quand tu vois les ventes décoller et quelque part monter qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu ressens? En fait, moi, j'ai toujours ce phénomène de dissociation, quoi. Okay. Je regarde mes livres, je les vois en librairie ou je reçois, et il y a toujours ce côté, non, c'est pas moi que ça arrive, c'est pas moi. Même quand je signe, j'ai l'impression presque d'être une imposture totale, de me dire non, c'est pas moi. Donc pour l'instant, je réalise pas encore, en fait. Je comprends. Et quand tu alors du coup, c'est hyper, c'est astucieux aussi le choix de faire le numérique pas trop cher aussi pour que ça puisse toucher. Alors ça, je voulais rebondir dessus, mais ce qui m'a intrigué juste avant, c'est quand tu disais au départ, tu as commencé à écrire un petit peu dans ton coin, puis quand tu commences à partager du coup à ton ami, à ta sœur, qu'est-ce qui te donne envie de le partager finalement à un moment, et comment ça se passe à ce moment-là? Au début, ouais, en fait, j'avais un peu tâté le terrain. Je me rappelle, on faisait de la course à pied avec ma copine à dire que j'écrivais. Et puis, aussitôt, elle, bing, quoi? Mais qu'est-ce que dis-moi. Et alors après, j'ose pas, machin. Puis ma sœur, j'ai confiance, je sais, voilà. Et elle a été hyper enthousiaste. Elle me faisait des retours au fur et à mesure qu'elle lisait. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je mette mon manque de confiance en moi de côté et puis que j'ose franchir le pas, quoi. Après tout. Et donc je les remercie toutes les deux, parce que c'est vrai que sinon ce serait peut-être toujours dans le fond de mon ordinateur à attendre. Toujours les autres quand il s'agit comme ça on fait le premier pas de partage, et puis après les autres nous le renvoient en nous poussant toujours. C'est beau. J'ai entendu du coup que ta sœur, elle continuait à bêta lire. Oui. Comment ça se passe quand t'es dans l'écriture d'un projet avec elle, qu'est-ce que t'attends de ses retours? Est-ce qu'elle est toujours gentille, critique? Je pense qu'elle est honnête. Après, elle va pas me dire c'est de la merde, même si elle le pense. Mais par contre, elle va me dire si, par exemple, si l'héroïne lui plaît ou pas. Est-ce qu'elle est dans l'ambiance ou est-ce qu'elle y est pas? Donc le deuxième que j'avais écrit, je pense à toi tout bas, je lui ai envoyé les 50-60 premières pages. Elle a bien dû en lire une dizaine de versions, quoi. Et puis je voyais bien qu'elle accrochait pas, il y avait quelque chose, quoi. Et puis un jour je me suis dit alors ça y est, en fait j'ai tout changé, les 100 premières pages, j'ai tout réécrit. Et là elle me dit oui, ça y est, on est dedans dès le départ, etc. Et là, celui que j'écris actuellement, pareil, je lui avais envoyé, au final il a complètement rechangé, etc. Mais elle, c'est plutôt ça, elle va pas du tout être sur le côté style, machin, mais c'est vraiment, est-ce qu'on rentre dans l'histoire, est-ce qu'on est bien dedans, est-ce que l'héroïne, on s'y attache ou pas. Donc je trouve ça chouette quand elle me dit des choses comme ça, ou alors tel passage, je trouve que c'est pas clair, on comprend pas.
Donc, euh, donc bah, c'est bien. Après, voilà, c'est pas une relectrice professionnelle, ça va pas être la même chose côté maison d'édition, mais c'est un premier avis qui est important pour moi, ouais. Ouais. J'entends que enfin que tu travailles avec Oui, elle plutôt que l'utiliser, mais comme une alpha lectrice presque quoi. Comment on ressent la cohérence de l'histoire, comment on ressent oui, le c'est ça, ouais. personnage. Mm. Et, ouais, ok. Ça c'est cool de faire le travail en famille. Oui, Et bah, des fois, elle me dit, ah, ça fait longtemps que tu m'as pas envoyé tout ça, mais je dis, bah non, non, parce que là, je suis en train de jongler avec une double temporalité, je sais pas trop comment la gérer, donc je dis, non, non, j'attends, puis tu recevras plus d'un coup. Donc, c'est une pression gentille pour oui, que tu oui. continues à avancer. Mm. Est-ce que ça lui a donné envie d'écrire elle-même? Non, Ok. je Non, pense c'était pas. Non. une curiosité. Parfois, Ouais. parfois ça donne des envies aussi à Ouais, non, en certains. tout cas, non, je pense pas. Ok. C'est fou, je trouve, le, on le vit au début avant de le partager. C'est très intime et on a très peur de le partager. Mm. Et très souvent, la plupart des gens vraiment écarquillent les yeux quand ils disent ah, mais t'écris, c'est trop bien. Il y a un peu une fascination, je trouve, Mm. autour de l'écriture et du métier d'écrivain. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça aussi que ça met un peu une pression quand tu dis Mm. j'écris, parce que les gens, bah t'écris quoi? Ça parle de quoi? Alors si tu commences à dire qu'il y a une histoire d'amour, il y en a plein qui vont faire ah, la romance. Voilà. Alors après, t'es auto-édité. Oh bah oui, mais enfin l'auto-édition. C'est pas facile de Ouais. se heurter non plus au jugement des gens. Mais c'est vrai qu'après, il y a quand même, oui, plein de gens qui disent ah ouais, t'as écrit un livre. Même des fois, mais c'est mes petits élèves, c'est rigolo parce qu'ils viennent, ils me disent maîtresse, c'est vrai que tu as écrit un livre? Il y a ma mère Mm. ou mon père qui t'a vu dans le journal, c'est vrai et tout. Trop Et tout, bien. oui, c'est rigolo, ouais. C'est, je rebondis juste sur ce que tu dis, puis après je passe sur le côté professeur parce que j'ai plein de questions sur ça. Hmm. Euh, le, Effectivement, c'est à la fois cette fascination qu'ont les gens autour du métier d'écrivain, et elle est blindée de croyances ou de jugements un peu faux, comme Hmm. un auteur auto-édité et pas un auteur. Euh, Et ça, c'est ou- dommage. ouais, Heureusement ça qu'il y a c'est Instagram pour faire une vraie place à l'auto-édition. Ça, bien c'est sûr, ouais. vraiment un Ouais. tremplin formidable. Mm. Et puis, c'est oublier que l'identité, enfin, on décide de ce qu'on se colle comme étiquette sur la tête, quoi. Et Hmm. quelque part, laissons les gens s'appeler auteur quand ils ont envie de s'appeler auteur, que ce soit parce qu'ils aient écrit un ou 10 bouquins en auto-édition ou pas, quoi. Bah oui, puis Et déjà, quel ouais. que soit le livre, qui plaise pas, de toute façon, ça plaira jamais à tout le monde. Déjà, je Mm. me dis, être allé au bout d'un roman, bah voilà, c'est quand même pas donné à tout le monde non plus. Donc, Ouais. auto-édition, il y a plein de pépites hein, en auto-édition. Mm. Et en attendant, c'est des gens voilà, qui ont écrit un bouquin de A à Z avec une histoire qui est résolue à la fin. Enfin, c'est déjà des heures de travail, c'est pas donné à tout le monde non plus. Donc, non, clairement, faut pas dénigrer l'auto-édition. Ouais. Puis c'est une vraie transformation. Euh, Qu'est-ce que ça a changé, tiens, toi, quand tu commences, quand tu te dis, OK, 2022, je vais me lancer, et là, aujourd'hui, quand tu regardes un peu le chemin parcouru et l'évolution, qu'est-ce que tu découvres, qu'est-ce que tu as pu découvrir Bah, je me sur dis que j'ai eu toi? beaucoup de chance quand même parce que je parle avec pas mal d'auteurs sur Instagram et clairement je me rends compte de la chance que j'ai de ce parcours-là qui est allé quand même assez rapidement. Il y a des auteurs qui écrivent depuis 10, 15, 20 ans et voilà, qui n'ont pas eu cette chance-là d'entrer dans une belle maison d'édition. Mhm. Donc je me dis toujours, oh, j'ai de la chance, j'ai de la chance, je suis trop contente quoi. Bah, tu vois, bravo déjà, puisque c'est aussi par ton travail que t'en es là. Et moi, je trouve que c'est aussi, tu vois, j'aime toujours le voir du côté de l'espoir. Donc c'est possible d'avoir ce genre de Mm. parcours, et c'est possible en petit pas par petit pas, Bah oui, sans et en connaître s'auto. personne parce qu'il y a toujours des gens qui disent, oh bah tu Voilà. connais quelqu'un? Ben non. Exactement. Et tu vois, il y a aussi un partage qui est joli dans ton parcours, c'est que tu as choisi l'auto-édition d'abord, même si l'édition était, j'entends, le rêve que Mm. tu avais, tu vois. Mm. Tu t'es pas dit, bon bah ok, c'est édition ou rien, et puis voilà. Quelque part, tu as découpé, tu vois, en petites marches. Et Oui, c'est ça aussi qui permet d'arriver à la grande derrière. ouais, Donc tout à je fait. trouve que c'est ça, le message derrière, il est super cool. Ah oui, Et c'est quand ouais. même rare, je pense, quelqu'un qui termine un manuscrit, qui l'envoie, il est pris, il est édité. Ça arrive, hein, mais c'est quand même pas la... Ah, Beaucoup passent par l'auto-édition maintenant, quoi. c'est ça, c'est pas la moyenne. Puis en fait, c'est toujours à mettre en relief avec les intentions que t'as aussi toi.
quand ton objectif c'est de vivre la transformation qu'est l'écriture d'un livre, d'avoir le livre terminé et puis de pouvoir le partager comme ça aux Mm. gens que tu peux connaître, c'est pas tout à fait la même chose que tout de suite que la volonté d'être édité. Euh, et c'est important d'être au clair quand même sur ça. Mm. Les deux sont pas incompatibles. La preuve, toi, t'écrivais d'abord pour toi et t'avais envie d'être édité et les deux se passent et c'est trop bien. Mm. Mais quand quelque part, c'est deux chemins qui sont quand même différents, parce que quand tu veux être édité, ton objectif c'est quand même de vendre des livres. Donc tu es obligé de penser à qui tu vas parler, à la manière dont tu dois peut-être agencer tes chapitres ou tes histoires, le rythme, 1, 2, 3, le rythme adapté pour le lectorat que tu as envie de toucher. Et ça peut être dissonant avec juste le fait que tu as envie d'écrire pour toi. Et donc ça peut être deux chemins différents. Et quand tu es dans ces deux chemins-là au début, bah, ça peut être très paralysant. Mm. Et typiquement, ah, mais est-ce que mon chapitre est trop long? Est-ce que mon histoire va plaire? Est-ce que mon héros est bien? Voilà. Si t'écris pour toi, déjà, est-ce que toi, ça te plaît? Est-ce que c'est un chapitre que tu aurais envie de lire? Est-ce que tu le trouves assez long? Est-ce que tu le trouves trop court? Bref, Mm. voilà. Je suis toujours un petit peu insistant sur ces chemins-là parce que c'est important de faire les choses par étapes quelque part. Oui. Et ouais. Voilà. Ça, c'est mon combat quotidien d'aligner les gens sur ce qu'ils veulent vraiment, tu vois. Ouais. Mm. Et pour qu'est-ce que ça te fait quand un élève te demande ah, c'est vrai, maîtresse, vous écrivez des livres? Au début, j'étais très gênée parce que comme en fait, j'avais des personnes, j'avais légèrement transformé, voilà, j'avais un Mm. petit pseudo et pas ma photo, etc. Mais bah, ça a été le fait de passer dans la presse locale. Bon, bah là, forcément, après, c'est une petite commune où je travaille, etc. Donc au début, un peu gênée, j'assume pas. Et puis c'est une collègue, elle me dit, bah, il y a un moment, faut assumer. Puis bah, du coup, maintenant, je me dis, bah oui, elle a raison, après tout, Ouais. j'ai pas à rougir parce que j'écris des livres, hein. Donc, bah maintenant, je dis, bah oui, quand ils me disent, t'as écrit un livre, maîtresse, je dis, non, j'en ai écrit 4. Comme ça, voilà. Euh, et moi, il y a quelque chose qui je me rends compte que les professeurs que j'ai pu avoir dans ma vie euh, ont, pour certains, eu un très très grand impact sur la personne que je suis aujourd'hui. Et est-ce que tu y penses parfois de te dire peut-être que ça donnera à certains l'envie d'écrire eux-mêmes ou Bah, j'espère. Après, ils sont petits, j'ai des élèves d'école primaire, donc c'est différent, je pense, d'un prof de collège, etc. Mais en tout cas, j'espère leur apporter à plein de niveaux. Moi, c'est peut-être pas à ce niveau-là, écriture, parce que je suis pas sûre qu'ils y pensent à l'âge là. Mais je suis beaucoup sur des valeurs de tolérance, par exemple. C'est des choses, souvent, je leur dis, ou même en histoire, quand on travaille les deux guerres mondiales, toutes ces choses-là, souvent je leur dis, bah, si vous devez garder qu'une chose de vos années avec moi, parce que je suis souvent 2 ans les mêmes élèves, je dis surtout, vous rappelez bien hein, que voilà, l'égalité, la fraternité, les valeurs de... Tout ça, c'est des choses que je leur répète et je me dis souvent, s'ils doivent garder quelque chose de moi, j'espère que c'est ça. Ce côté, ben, s'entraider, c'est être solidaires les uns des autres et ne pas aller taper sur la tête du plus faible ou de celui qui a une couleur différente, etc. Donc c'est plus là-dessus que je travaille avec mes élèves que le côté écriture. Bon, c'est récent en plus, ce côté écriture. ouais, je comprends. Après, je leur dis C'est souvent quand même, quand on travaille en production d'écrit, je leur dis, bah, c'est pas grave d'écrire si on donne la consigne, hein, on explique. Je leur dis toujours, vous avez le droit de prendre un temps sans écrire. Un écrivain, il passe du temps à rêver, à être comme ça, et c'est dans la tête que ça se passe. Donc, on n'est pas obligé de se jeter comme ça. Ou le fait aussi, bah, vous avez le droit de raturer, de recommencer plusieurs fois. Ça, c'est pas grave. Donc ça, c'est quand même des choses, oui, que je leur apprends. Après, pas sûr que ça les marque beaucoup. Je sais pas, en même temps, moi je suis assez fan de parfois des tout petits mots ou des tout petites phrases comme ça peuvent te marquer pendant très longtemps. Et typiquement, donner l'autorisation de raturer peut Mm. être un vrai enfin peut vraiment contrecarrer un perfectionnisme plus tard, tu vois, et J'espère. te Ah. donner l'autorisation Mm. d'essayer des choses même si tu rates, quoi. Donc non, moi je trouve que professeur est un métier admirable et
Mais peu admiré. qui, ouais, alors peu admiré, c'est pour ça que je le dis, tu vois, effectivement, Mm. mais qui en plus a infléchi vraiment la vie des enfants J'espère, hein, dans c'est le très vrai bon que sens, tu vois. ouais. Après, et c'est mutuel, hein, là, je vois cette année, j'ai des CM1, CM2, les CM2, je les ai eu 2 ans. Voilà, je vois la fin d'année qui se termine, etc. Je sais que je vais pleurer comme une madeleine quand ils vont partir au collège, hein. Donc clairement, c'est voilà, on s'apporte des choses mutuellement. Je suis attachée à eux, j'espère qu'ils sont attachés à moi. Après, en général, ils reviennent me voir, le collège est pas loin, ils viennent l'année de Ça, la c'est trop bien. sixième, ils viennent faire des petits bisous, cinquième un petit peu moins, puis à la Ouais, quatrième, tu les vois plus. ouais, Mais et après, c'est... mais c'est chouette après quand tu les revois, c'est oh, il y a Madame Simon. C'est il y a ce côté-là, ouais, j'aime bien. Voilà, ça fait longtemps que je suis dans la même commune en plus, donc maintenant je suis la plus ancienne maîtresse en termes d'ancienneté dans l'école et tout ça, donc je commence à en avoir vu pas mal et c'est toujours, bah, c'est un côté émouvant en fait de les revoir grandir et Mm. tout ça. Ouais. Mm. Ouais, je comprends. Et effectivement, c'est un échange. Comment ils t'inspirent, eux, dans ton écriture? Oh, bah, les petites anecdotes, les petits trucs rigolos. Si tu lis à l'occasion, voilà, tout ce que Mm. j'aimerais te dire, c'est qu'il y a des petites choses. Mes copines, ça les fait rigoler. Quand on raconte, on en a plein. Et encore, dans la version auto-éditée, il y en avait encore plus. Mais bon, il y a un moment, faut écrémer. Mais c'est sûr qu'en 25 ans d'enseignement, les petites anecdotes rigolotes, il y en a toujours. Ça va des petits mots. Hier, on était en sortie scolaire, j'en entendais un qui disait oui, oui, moi, ma maison, elle fait 1 km², mais pas ma chambre. Ma chambre, hein. Donc, c'est des petits trucs comme ça, c'est des mots d'enfant, mais c'est rigolo, quoi. Tu te dis. Mm. C'est ce que je préférais. Ma grand-mère était prof aussi. Et les anecdotes, Mm. c'est vraiment le plus drôle. Au-delà Bah oui, hein. de Mm. tout le métier. J'ai Mm. l'impression qu'à force, c'est surtout ça qu'on retient aussi. Malgré que ce soit un métier qui est quand même difficile et où vous n'êtes pas forcément aidé. Ouais. Euh, voilà. Bah, il Mais, faut, hein. Après, c'est sûr il y a toujours des élèves dont tu te rappelles avec une certaine boule au ventre parce qu'ils ont ouais. ruiné ta classe, ça arrive, hein. Mais dans la majorité, c'est peut-être parce que j'ai la chance d'être dans un coin où voilà, on a des enfants sympas. Mais c'est vrai que dans la majorité, quand retrouver les anciennes photos de classe, etc., c'est plutôt avec nostalgie qu'avec donc c'est oui, c'est ça, ouais, c'est plus de la nostalgie et de la tendresse, quoi. Hmm. Ouais, c'est magnifique. Je comprends du coup que dans le premier livre, tu choisisses que ton héroïne, elle soit aussi professeure. Hmm. Et pour du coup revenir au livre, euh, tu disais tout à l'heure si tu pouvais laisser là, quelque chose aux enfants, c'était vraiment les valeurs au-delà des faits. Mm. Euh, Ça serait quoi les peut-être les deux trois valeurs les plus importantes de tout ce que j'aimerais te dire que t'aimerais avec lequel que t'aimerais que le lecteur reparte? Enfin, il faut toujours y croire qu'il peut toujours y avoir de l'espoir, même quand on, même quand tout va mal. Que l'amour peut aussi aider. Ouais, je dirais que les valeurs, ça va être ouais, l'espoir, l'amour et l'amitié. Les relations, en fait, qu'on peut nouer et qui nous font grandir. J'adore. C'est le ce que j'ai bien aimé aussi dans la présentation, c'est l'opposition tout de suite qu'on sent entre du coup l'héroïne et le gars qui s'appelle Antoine. Antoine. J'avais Alan, mais presque Antoine. Euh, c'est marrant parce que dans le personnage d'Antoine, je sens tout de suite l'espièglerie un peu agaçante qu'on peut voir de certains. Et, et pourquoi ça m'a fait écho à moi. Et tu vois, tout de suite, c'est marrant, tu disais, tout à l'heure, je fais le lien avec, tu vois, c'est marrant, je fais le lien en direct. Tu disais les histoires de gens un peu ordinaires. Je vois très bien, tu vois, le genre de personnage que tu décris, un peu espiègle, agaçant et plutôt charmeur. Et c'est marrant parce que moi, plus jeune, je pense que j'aurais aimé être quelqu'un comme ça. Et en te construisant, tu te rends compte que quelque part, c'est pas, tu vois, tu peux pas être quelqu'un d'autre, tu vois. Et tout de Ouais. suite, c'est pour ça que quand je lis la description d'Antoine, il y a un truc, tu sais, qui m'allergise presque un petit peu. Et du coup, ça me donne envie d'aller découvrir. Parce que j'aime bien justement les personnages qui me renvoient aussi, moi, à mes propres
schéma ou enjeu ou tu vois bout de personnalité. Oui. Et, Ah là, lui, après, oui, c'était volontaire il renvoie une image et en fait quand on creuse c'est pas du tout celle-ci, alors dans le bon sens heureusement. Parce que justement je voulais montrer là encore hein, voilà le beau gosse sur la plage qui donne l'impression de mais qui en fait a une vie bien plus compliquée que ce qu'il y paraît, que lui aussi il a ses propres casseroles en termes de passé familial et que donc lui aussi c'est un espèce de genre qui se donne. Donc Rose c'est plutôt la petite souris effarouchée. Lui, c'est plus la grande gueule. Mais au final, ils ont tous les deux leur casserole et ils vont chacun s'apporter mutuellement. Et chacun va découvrir que l'autre n'est pas ce qu'il laisse paraître et qu'il faut creuser pour aller voir ce qu'il y a derrière. Quoi. Ouais, comme une armure que quand on Ouais, dépose, c'est on se rend ça. compte Et que que... chacun, finalement, trouve l'armure qu'il peut en grandissant. Mais que c'est important à un moment donné de s'en débarrasser, quoi, et de révéler la vraie personne derrière. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse d'aller creuser. Ouais, c'est ça, c'est le... Ouais, je comprends. J'entends que la reconstruction, elle est tout autant... Enfin, elle est pour les deux personnages et Mm. puis aussi de leur histoire, peut-être ou Mm. pas, je sais pas spoiler, mais... Et c'est un livre que tu as écrit à la première personne avec plusieurs points de vue ou à la troisième personne Première c'est... personne, un seul point de vue. C'est Ok, uniquement Rose. ok. Et Nous, on rentre vraiment dans les schémas de la romance avec la double narration, etc. On n'est plus dans le même type de roman. ouais, c'est ce que j'allais te demander, ouais, plutôt que supposer, mais pour quelle raison toi tu choisis la première personne justement pour te plonger pleinement dans Rose? J'arrive plus trop à me rappeler en fait au départ si c'était un choix Une ou si évidence. c'était une évidence parce que effectivement actuellement il y a une espèce de mode et on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, surtout chez les jeunes lectrices. Enfin, quand je dis jeune, plus ton âge que le mien. Où j'ai bien aimé, mais c'était à la troisième personne. Et du coup, je pense que en ce moment, bah, c'est téméraire d'écrire à la troisième personne. Alors j'ai un roman dans mes tiroirs à écrire à la troisième personne, mais voilà, il n'est pas édité d'ailleurs pour le moment. Mm. Euh, donc là, après, puis il y a une identification forte hein, finalement. Alors après, Ouais, pour l'auteur, on devient un peu schizo aussi en écrivant à la première personne, parce qu'on ne sait plus trop qui on est au bout d'un moment. Mais du coup, pour le lecteur, la lectrice aussi, le fait que ce soit la première personne, on a une immersion qui est beaucoup plus forte. mm. C'est c'est là que je suis d'accord avec toi. Je me rends compte. J'ai été un lecteur un peu passif, je dis ça sans que ça soit négatif, tu vois, mais sans faire vraiment attention. Et quand tu te plonges un peu dans l'écriture, vraiment beaucoup, forcément, quand tu lis, tu as un regard aussi totalement différent. Oui, Et je me suis rendu compte rétrospectivement que les livres écrits à la première personne me touchaient toujours beaucoup plus. ah Et oui, je l'explique un peu comme tu dis. En tout cas, moi, j'y suis beaucoup plus sensible à ce côté. Ok, mais en fait, on est dans la tête du personnage. c'est ça. Et, et en plus, ça permet, alors je sais pas, tu vas me dire ce que toi t'en penses en tant qu'autrice du coup qui pratique ça, mais je trouve que ça permet aussi de jouer beaucoup plus avec le niveau d'information qu'a le personnage ou pas. Bah Parce oui, que il sait pas ouais. tout du coup, tu vois. Mm. Mais des fois, il y a quand même un côté un peu frustrant de pas. Parce que le héros ou l'héroïne, du coup, est obligé de deviner, donc correctement ou pas, ce que pensent les autres. Alors que c'est vrai Ouais. que quand tu as un narrateur à la troisième personne, bon, bah, tu peux rentrer dans la tête de plusieurs personnages. Ça Mm. peut aussi être plus simple en termes de communication, etc. Donc, mm, C'est peut-être une subtilité qui est un peu différente effectivement à mm, l'écriture. Et en même temps, cette frustration dont tu parles, ça veut dire que le lecteur va peut-être la ressentir et oui, avec des trucs du voilà. genre mais putain mais qu'est-ce qu'elle est pourquoi elle comprend pas là, Mm. tu vois, c'est pas Ouais. possible. Et Oui, c'est bah ça qui ça, est aussi dans mon premier roman, il y avait beaucoup justement ce problème de communication comme ça, mais qu'est-ce qu'elle fiche, machin, mais bon, bah voilà, hein, c'est pas toujours évident de décrypter les signaux euh, de quelqu'un d'autre ou un mot qui peut voilà, être ambigu et mal comprendre les choses. Mm. ouais, c'est ça qui est passionnant aussi d'explorer dans l'écriture. Bah oui, hein. Et et Rose, tu disais tout à l'heure que c'était une quelqu'un qui tu me dis si je me trompe, mais qui avait du mal à mettre des mots sur ce qu'elle pouvait traverser ou ressentir, Mm. c'est ça? Ouais, complètement, ouais, ouais.
Ça, c'est quelque chose, quand je l'ai écrit, oui, moi, c'est quelque chose que je peux ressentir bizarrement. On pourrait se dire que je suis à l'aise avec les mots. Mais à l'écrit, oui, à l'oral, moins pour dire les choses, en fait, qui me plombent. Mettre des mots sur ce qui va pas. Et Rose, elle est comme ça. Elle n'arrive pas à dire pourquoi elle va pas bien, ce qui la bloque, etc. Elle n'arrive pas. Ça, tout est enfoncé depuis trop longtemps et ça ne veut pas sortir, quoi. Donc c'est beaucoup plus facile d'enterrer plutôt que de dire. Et d'ailleurs, à un moment, il y a il y a un événement qui va faire que tout va ressurgir, tout ce qu'elle a pu essayer de planquer sous le tapis avec les années. Bah, finalement, il y a un moment, ça sort malgré tout. Et du coup, ça sort pas forcément comme il faut. Et là, à ce moment-là, bon, bah, c'est comme les gens qui disent quand tu arrives tout au fond de la piscine, tu bats des pieds pour remonter. Bon, bah, il y a un moment, Rose, elle est tout au fond de la piscine. Et là, il faut qu'elle trouve comment battre des pieds pour remonter. Hmm. Ok. Tu vois, tout de suite, c'est marrant, ça c'est pareil, un enjeu personnel pour moi. Et du coup, tout de suite, ça m'accroche sur le côté, ah ok, en fait, c'est un personnage qui va avoir les mêmes enjeux que moi. Et Ouais. c'est ça que je trouve ça super à chaque fois. C'est, alors bon, j'ai l'impression aussi, maintenant avec le métier que je fais, que les liens, tu vois, je fais toujours un peu des liens comme ça. Mais je suis toujours fasciné par, euh, le, la résonance que tu peux avoir quasiment avec tous les bouquins que tu peux croiser, quoi. Il y a Bah oui. toujours, je trouve, quelque chose à aller chercher qui Mm. t'apprend sur toi, ta situation. C'est de très beau miroir, en fait, je trouve. Voilà, c'est ça la conclusion que je ferais, Mm. je pense. Dommage que les gens ne lisent pas plus. Ouais, j'aime à croire que quand on a tu vois, des auteurs ou des autrices comme toi qui viennent aussi parler avec authenticité de leur écriture, de ce qu'ils peuvent y mettre, de leurs inspirations, que ça donne aussi beaucoup plus envie aux gens de lire, tu vois. Oui, j'espère. Euh, Mm. Parce que tu lis pas forcément parce que la couverture est jolie que la quatrième de couverture t'intrigue, mais aussi Mm. parce que en fait il y a une résonance ne serait-ce qu'avec l'autrice que tu peux être. Et c'est pour ça que je trouve ça cool d'entendre, tu vois, les petites anecdotes, savoir que t'as mis un peu de ton métier de prof Mm. dans le livre, savoir que t'as pu d'abord commencer à écrire un mémoire et c'est ça qui t'a donné envie. Tu vois, tout ça, moi c'est presque ça qui me donne plus envie de lire que tout le reste, quoi. C'est ça qui est cool. Et est-ce qu'il y a une partie de l'écriture que tu préfères qu'une autre? Par exemple, je pensais tout à l'heure, tu disais pas forcément, tu disais que tu n'étais pas forcément à l'aise. Par exemple, les dialogues, les descriptions, les scènes fortes en émotion, l'action. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères? J'aime bien les scènes fortes en émotion et les épilogues qui sont souvent forts en émotion aussi d'ailleurs. Hmm. Donc ça, c'est des scènes que j'aime bien. D'ailleurs, là, le roman je veux dire que je termine, j'ai fait les 80%, 90%. Ouais. J'ai déjà fait l'épilogue. J'ai Ok. déjà fait la fin. Et du coup, ça, j'aime bien parce que finalement, je sais où je veux en arriver. Hmm. Donc c'est quelque chose que je fais régulièrement. Alors des fois bah, ça va changer, c'est pas appelé à être figé, mais bah, je connais mon point d'arrivée. Quand tu as écrit tout ce que j'aimerais te dire, tu savais un, deux, trois, tu savais déjà la fin ou Oui. ouais, À chaque ok, fois, tous mes romans, j'avais pas fait 50, hein, je suis en train de finir le quatrième, mais à chaque fois, je sais où je veux aller. Ce que je disais l'autre jour, on m'avait invité à une petite conférence là au salon de Montaigu. hmm, Je disais, je sais, c'est un peu comme un trajet, je sais que je pars de tel endroit, je sais à quel endroit je vais, mais je sais pas ce qu'il va y avoir sur la route, quoi. ouais, Et donc, effectivement, j'ai besoin de savoir où je vais pour me lancer à écrire. hmm. Ouais, la clarté de la destination et puis après Mm. le j'entends du coup que tu te laisses porter un petit peu par tes personnages ou quand même tu mets des points de structure à Oui, je certains mets des endroits. points de structure. J'ai des petits Ok, carnets avec plein de choses dedans. Si j'ai pas mon petit carnet dans mon téléphone, si je pense à des choses, j'ai des notes sur les étapes. Ouais, en fait, je vais du plus gros au plus serré après ouais, pour le plan, quoi. Mais ouais, c'est j'ai ça. Ok. besoin de quelque chose de structuré. Je peux pas partir comme, je crois que c'est Douglas Kennedy qui dit qu'il écrit comme ça au fil de l'eau.
Moi, j'en suis incapable. Je me demande si c'est pas Stephen King aussi qui disait ça. Stephen King Ouais. est très instinctif comme ça, ouais. Alors là, bon, je trouve ça épatant, hein, surtout quand on voit le Ouais, résultat. Moi, je c'est pense que fou. je suis pas capable. Mm. Ouais, c'est impressionnant. Mm. Et en même temps, on entend tellement, tu vois, dans le discours, il faut préparer, il faut un plan, il faut une structure, que parfois il y en a certains qui, du coup, se mettent à faire des structures alors qu'en fait, ils ont un fonctionnement qui est très instinctif. Et c'est Ah vraiment oui. Mm. fascinant, les gens qui Ouais, c'est écrivent comme un ça. processus propre à chacun, en fait, hein. Ouais, exactement. Je pense qu'après, voilà, faut pas non plus chercher à trop structurer parce que c'est enfermant dans un cadre. Euh, Ça La- doit être la- différent quand tu écris des thrillers. Je vois l'autre jour Michel Bussy, j'entendais qu'il disait oui que c'était extrêmement structuré, mais je pense que c'est normal quand tu fais un thriller, les plot twists, j'imagine que tu peux pas faire autrement. Après, quand c'est une histoire un peu plus généraliste, je pense que tu peux te laisser aller à c'est ce que disent souvent beaucoup d'auteurs avec qui je discute, c'est nos personnages nous dictent un petit peu Ah, ce complètement, ouais. qui va leur arriver, quoi, hein. Donc Ouais. ça, c'est sympa aussi, ou dans les dialogues, t'avais pas prévu ça, voilà, c'est chouette. Ouais, moi, c'est ce que je préfère, hein. C'est Mm. quand tu commences une scène, alors tu sais à peu près, tu vois, Oui, tu sais voilà, ce à qu'elle peu va près. raconter. Mm. Et puis tu te laisses emporter. Et à la fin, tu fais, ah ouais, c'est incroyable, mais alors c'était pas du tout ce qui était prévu. Ah oui, Et c'est les les personnages aléas. sont très justes, en fait, Mm. dans ce qu'ils ont envie de vivre aussi. Quand on sait où aller, c'est bien de se laisser porter. C'est cool. Oui, voilà, c'est Et ça, ouais. Mm. le, tu disais que du coup tu prenais un petit peu des notes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Mm. parce que toi du coup tu as un métier qui est, t'es obligé d'être concentré sur ta classe. Est-ce que ça t'est déjà arrivé en plein cours d'avoir une idée fulgurante et de te dire il faut absolument que... Non, 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 ok, parce que ça va. clairement, quand tu as une classe devant toi, un double niveau, mon cerveau, il est dans la classe et Ouais. c'est quelque chose qui est aussi un atout parce que si ça va pas, par exemple, tu as des problèmes perso, etc. Bon, bah, tu sais que quand tu ouvres la porte de ta classe et que tu la refermes, bah, tu t'es plus que dans ton travail. Moi, je sais que c'est quelque chose, je coupe complètement, je suis immergée dans mon boulot et je suis 100% dans mon boulot, quoi. Mm. Et c'est marrant parce que du coup tu arrives aussi à le faire quand tu es dans l'écriture, ce que tu disais tout à Oui. l'heure, quand tu as un temps tu te l'autorises et puis Mm. il y a que ça. Bah Ouais. oui, c'est ça. Mm. Tu vois, ça ça me fait écho. Moi, je suis pas trop comme ça. J'ai du mal. Et je me rappelle quand quand dans mon ancien métier d'ingénieur, parfois j'étais frappé par des idées et vraiment, j'arrivais plus. Il fallait vraiment que je l'écrive quelque part dans un truc. Sinon, elle restait Ah ouais, mais comme là, en un fait, filtre opaque, quoi. dans l'enseignement, t'as pas de temps mort, en fait, hein. Quand t'as un groupe d'élèves face à toi, moi, je suis toujours, en plus, je suis quelqu'un d'assez speed. Donc, de toute façon, on est toujours en train de faire quelque chose avec les gamins. T'es soit auprès d'eux, soit tu anticipes ce que tu vas faire après, tu aides un autre et machin. Tu peux pas, en fait. T'es vraiment à fond. Souvent, on dit ça entre collègues, on fait du stand-up toute la journée, en fait. Ah, donc, t'as pas de temps mort, tu vois. Un comédien qui est sur scène, il peut pas te dire attends, je fais autre Ouais, chose, en fait. désolé. Parce que Petite sinon, pause. la classe, aussitôt, ça va être le bazar. Ouais. Donc, t'es obligé d'être tout le temps, faut les tenir, hein. C'est un groupe de petits sauvages, faut les tenir. Donc, du coup, bah non, il n'y a pas de temps mort et c'est comme ça que la classe, elle vit et qu'elle fonctionne, quoi. Donc, non, je peux pas. Ouais, je Par comprends. contre, la nuit, là, j'arrive pas à sanctuariser le sommeil. Et là, Hmm. c'est très problématique parce que j'ai énormément d'idées la nuit qui, elles, là, pour le coup, oui, s'imposent. Je résous plein de conflits, de nœuds des romans la nuit. Donc, c'est un peu, quelquefois, un peu saoulant, même si le matin, tu es content d'avoir eu des idées. Mais je Comment préférerais tu, dormir plus. comment tu gères du coup quand ça te frappe comme ça en pleine nuit, là? Bah, j'écris pas, je me force quand même à Ouais. pas rallumer pour noter, parce que sinon, je pense que ce serait fichu. Mais j'essaie quand même de m'en rappeler. Ouais. Mais du coup, que je me dis, il faut que je m'en rappelle, bon, bah là, hein, voilà. Donc C'est, ça, c'est- c'est pas. Ouais, le fameux moment où tu fais un rêve qui est trop cool et t'essaies de te le répéter dans ta tête Ouais, c'est en te ça. disant et puis tu te lèves le matin et il a disparu. Ouais, Donc ça voilà, c'est dépend. un peu flou, c'est Mm. machin. Bon, tu te dis, faut que ça revienne. Ouais. Ouais, c'est assez fascinant ça. Et j'ai entendu que tu étais sur l'écriture d'un quatrième roman. Mm. Euh, c'est, t'as combien d'idées en tête et combien de livres t'as envie d'écrire?
Ah bah combien, je sais pas, hein, tant qu'il y aura, tant qu'ici j'aurai de l'inspiration. Là, là, j'ai plusieurs romans en tête en fait, parce que avant de signer aux presses de la Cité, j'avais commencé à écrire une saga historique qui se Oh, déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, sur le coin Cancale, Saint-Malo, là par chez moi. trop Donc bien. une histoire familiale avec, voilà, donc ouais, plein de choses. Donc j'avais écrit un tome et demi. Mais en fait, quand tu rentres après, quand tu signes dans une maison d'édition, on m'a expliqué qu'il faut rester sur une ligne éditoriale pendant quelques romans. Tu peux pas alterner plusieurs styles quand, comme moi, t'es pas connu en fait. Hmm, Donc là, je reste sur du contemporain pendant quelques romans. On verra après ce que j'en ferai. Donc du coup, j'ai tout laissé en plan, ce roman historique. Même si, voilà, on en a discuté avec mon éditrice, on aimerait bien en faire quelque chose après, hein. Donc je suis repartie sur du contemporain. Et puis finalement, donc là j'en termine un, enfin le premier jet en tout cas, il est pas loin d'être fini. Mais je vais pas me remettre tout de suite à l'historique parce que j'ai une autre idée de contemporain ah, trop bien. voilà, qui s'est greffée. Et déjà les personnages là, qui font toc toc, bientôt notre tour. Donc du coup, voilà, il me faudrait beaucoup plus de temps et ça serait fabuleux. Comment tu gères les différents projets? Là, tu vois, quand tu as une nouvelle idée qui toque, tu la ranges dans un frigo ou tu l'exploites Ouais, non, je ouais, compartimente. Hmm. tu compartimentes. Je Ok. compartimente, là, je leur dis, attends, là, non, non, il y a trop d'onglets ouverts, là, il faut enfermer certains, et puis on reverra plus tard, mais non, non. Sinon, ça va, Ouais, ça va être, ça peut être possible. Là. Déjà, je dors ouais, pas non. beaucoup. Donc, tu es plutôt projet par projet. Ouais, je Et suis là, quelqu'un de structuré, d'organisé jusqu'au bout. ouais, je comprends. Typiquement, quand tu auras fini ton premier jet sur le prochain, est-ce que tu vas attendre tout le processus de réécriture, puis après correction édito, etc., etc., avant de commencer Non, celui d'après, ou c'est non. hop direct, Hop, un direct. petit temps mort? Ouais, peut-être un petit moment, on verra, mais là, j'espère finir le premier jet pour courant juillet, on va dire, Ok, juin-juillet, ouais, ça va dépendre du temps que je vais pouvoir trouver. De toute façon, je vais laisser un temps, parce que ça sert à rien de se remettre le nez dedans trop vite. Donc j'espère en août pouvoir commencer à acheter des idées par-ci par-là du prochain. Il va être vraiment sur une alternance, enfin, en tout cas c'est pour l'instant que dans ma tête, hein, mais chapitre après chapitre sera une alternance passé-présent, passé-présent. Donc là déjà j'ai jamais fait ça, donc je vais essayer de m'organiser. Peut-être des feuilles de couleur pour voilà, structurer. Je vais déjà essayer de me faire un plan sur les années du passé, les moments du présent pour que ça se rejoigne. Donc ça, c'est mon projet du mois d'août. ok, trop bien. Et je rebondis sur ton partage sur les romans historiques, là, sur la première, enfin, pour les 1, 2, 3, oh là là. Sur les guerres, là, moi, j'avais été extrêmement marqué, tu vois, encore une fois, merci au professeur. Quand j'étais en prépa, l'année, ouais, c'est ça, en prépa, on avait eu un thème qui était la guerre et j'ai été extrêmement marqué par Le Feu de Barbus, qui est Ah du oui. coup un livre sur la Première Guerre mondiale. Mm. Et c'est trop cool, une- des petits romans historiques, surtout dans la région, bah, ta région à toi, forcément, c'est aussi une région marquée par Oui, il y ces histoires-là. aura, oui, c'est ça, il y aura Donc, un ancrage fort de toute façon mm, territorial. Clairement, c'est Cancale, Saint-Malo, Cancale, Saint-Malo, quoi. ouais, Mais oui, la difficulté, c'est de s'en sortir avec toutes les traces. Parce que ouais, j'ai des documents, enfin, j'ai des bouquins, des documents, des témoignages. Des collections de post-it dans 150 bouquins. Donc là, c'est un autre enjeu en fait, hein, qui est complètement différent parce que c'est comment gérer toutes ces données, ne pas s'embrouiller. Donc je me suis fait une chronologie aussi. Ça c'est mon côté très scolaire. Je me suis fait une chronologie des événements Cancale Saint-Malo, date par date. Je suis même pas rendue jusqu'en 45, hein, je suis rendue jusqu'en 42 pour vraiment pas m'embrouiller dans des choses qui ont pu arriver. Donc c'est quand même assez méticuleux et scolaire, quoi. On peut pas se lancer comme ça dans de l'historique, à moins voilà, si on veut faire quelque chose de précis, c'est pas ça. Mais j'aime beaucoup encore une fois cet enjeu et j'espère bah, pouvoir m'y remettre. en étant, tu disais, quelqu'un d'assez structuré, etc., effectivement, le roman historique, j'ai l'impression que c'est le plus gros enjeu, c'est justement réussir à démêler
toute cette chronologie et puis à comprendre ce que tu mets, ce que tu mets pas, parce que si tu mets tout, tu fais un livre d'histoire, ce qui est pas forcément le but. Ça n'a pas d'intérêt, ouais. Et je trouve que le juste milieu entre la justesse historique et la justesse d'une histoire et d'une aventure, c'est peut-être le point clé. Oui, Euh, on et- verra ce que ça donne. C'est vrai ouais. que le tome 1, j'ai fait lire pour le coup à pas mal de copines. Elles ont adoré. Donc à chaque Ah, fois, trop là bien. encore vendredi soir, bon alors, quand est-ce que tu nous donnes la suite, machin. Donc du coup, ça fait plaisir. Mais c'est... Bon, là, pour le coup, je sais à peu près où je veux en arriver, mais c'est quand même moins... C'est pas pareil que des romans contemporains. C'est pas Ouais. du tout la même façon de travailler. C'est à la troisième personne, il y a plus de personnages. Même si ça reste là encore des héroïnes du quotidien Mhm. qui vivent des choses qu'ont vécu plein d'autres femmes à leur époque, mais c'est différent. Mais ça me plaît. Trop bien. Et pour revenir et boucler sur tout ce que j'aimerais te dire, qu'est-ce que tu pourrais, c'est ma question un peu favorite de la fin, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter d'un peu cocasse ou rigolo sur ce livre, sur ce qu'il contient, sur son processus, un peu n'importe quoi. Mhm. Je pense à une anecdote d'élève qui avait beaucoup fait rire mes copines, donc j'avais mise dans le livre. Moi, je sais pas si c'est pas sur le processus d'écriture, mais C- c'était Ça, un petit cadeau. c'est très bien. Un petit cadeau d'élève, en fait, c'était des boucles d'oreilles. Et donc, quand je déballe les boucles d'oreilles, je vois ces petits trucs marrons avec un petit bout rouge. Donc, je reste assez perplexe sur ces petites, on dirait des petites knackis, quoi, pour rester dans le, voilà. Et donc, je regardais les boucles d'oreilles. Bah, je les mets, hein, forcément. C'est un cadeau en pâte filmo, machin. Je mets les boucles d'oreilles quand même. Et, euh, et alors là, en fait, c'était des crayons de la maîtresse avec la mine rouge. Mais alors, toutes mes copines après, mais pourquoi t'as Ouais. des trucs aussi, ça m'a bien aux oreilles. Donc ça, c'est vrai que je l'ai replacé dans le roman avec plaisir parce que c'était une anecdote rigolote. Je les ai toujours, mais à chaque fois, c'est quelque chose qui a marqué mon entourage de copines, les petites boucles d'oreilles, crayons. C'est l'innocence des enfants parfois Voilà, donc dans c'était la très créativité. mignon. Ça, c'est voilà une petite anecdote mignonne. Ah, c'est génial, c'est génial. Merci beaucoup Fanny pour ton temps et pour avoir partagé autour de tout ce que j'aimerais te dire. Ben, merci de m'avoir Euh, invité. et écoute, je te souhaite le meilleur avec ce livre et tous les prochains. Et je suivrai notamment l'historique. J'avoue que moi ça me titille bien. J'aime beaucoup cette période-là. Donc Oui, bah après, je sais pas quand est-ce qu'il aura l'occasion de voir le jour, mais ça, je vais remettre. ton aventure d'écrivaine ne fait que commencer. J'espère, j'espère. Merci, merci d'être là, épisode après épisode. Si ce podcast t'inspire, t'aide ou te met du baume au cœur, t'abonner, mettre 5 étoiles et le partager, c'est le meilleur moyen de m'aider à toucher le plus de gens qui ont un livre en eux. Parce qu'après tout, plus il y a de livres écrits et mieux le monde se porte. À très vite, ose écrire.